l'honneur et un privilège d'avoir l'ambassadrice du Maroc au Canada, la vice-coordonnatrice du groupe d'ambassadeurs francophones au Canada, son Excellence Souriya Othmani. Avant de dire quelques mots, j'aimerais quand même faire une reconnaissance des lieux. L'Université de l'Alberta, ses édifices, laboratoires et centres de recherche sont principalement situés sur le territoire traditionnel des nations des Cris, Pieds-Noirs, Métis, Nakota-Sioux, Iroquois, Dene et Ojibwe, Saulteaux, Anishinaabe. Ces terres sont maintenant connues en faisant partie des traités 6, 7 et 8 de la terre des Métis. L'Université de l'Alberta respecte la souveraineté, les récits, les langues, les systèmes de connaissances et les cultures des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Mes amis, merci d'être venus aujourd'hui pour écouter Madame l'ambassadrice nous parler du Maroc, de l'Afrique, de toutes les initiatives qui se passent sur ce continent présentement et qui pourraient être d'un intérêt pour nous tous. Jason Carey, notre doyen, va vous dire quelques mots. Il va vous présenter le parcours de son Excellence Souriya Othmani et puis on aura une présentation d'une quarantaine de minutes avec quelques vidéos, un peu d'ambiance. J'espère que vous allez trouver un intérêt à l'écouter et puis vous aurez une période de questions et discussions et qui sera suivie par un rafraîchissement, boisson, café, etc. et gâteaux. Alors, sans trop tarder, j'invite le doyen Jason Carey à vous dire quelques mots. Merci. Bonsoir tout le monde. Petite différence de grandeur. C'est quand même drôle quand Hassan me dit. C'est pas là où il y a la parole. Hassan dit, il va vous dire quelques mots, mais quand il commence à planifier mon discours, il dit, il faut que tu parles de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Désolé, ça va être plus que quelques mots. Excellence, chers amis, chers collègues et distinguished guests, je vous souhaite la bienvenue au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta pour cette nouvelle édition de la Grande Conférence du Doyen, le premier acte du Congrès du campus Saint-Jean 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jason Carey, je suis le doyen et chef de la direction du campus et j'ai l'honneur de vous accueillir au sein de notre communauté, notre famille, à un événement qui est absolument exceptionnel. Je veux prendre le temps, avant qu'on oublie, de remercier tous les organisateurs de cette belle soirée pour tous leurs efforts, et en particulier, certainement, Hassan et Elodie Flower, notre coordinatrice des événements et son équipe. Merci. Nous accueillons en effet au cours des 2 prochains jours des invités de marque, des experts, des professionnels, des dirigeants communautaires qui discuteront du thème général des enjeux de l'éducation postsecondaire francophone dans le contexte minoritaire, le rôle du campus Saint-Jean, défis et perspectives. Ce congrès constitue la première partie du 2e sommet de l'éducation postsecondaire de la langue française en Alberta de la CFA, l'Association canadienne française de l'Alberta. Nous sommes heureux de nous associer à nos collègues de la CFA qui, je le rappelle, organisent une journée de réflexion communautaire ce samedi 20 avril en après-midi, même, je pense, toute la journée. J'espère qu'on peut encore s'inscrire s'ils veulent. Oui, il faut nous écrire. Et voilà. Alors, chers amis, pour lancer cette édition 2024 du Congrès du campus Saint-Jean, nous tenons aujourd'hui la grande conférence du doyen. Cet événement se veut être un espace de dialogue, d'écoute, de rencontre avec des experts pour parler des grands enjeux de la planète et de notre société et découvrir comment nous pouvons avoir un impact marquant, positif et transformatif. Point. Trop loin, je suis rendu trop loin.
Cette édition 2024 est également une illustration parfaite qui fournit un élément de réponse à la thématique du congrès. Quel est le rôle du campus Saint-Jean? Le rôle du campus Saint-Jean va au-delà de la simple instruction d'une faculté universitaire. Il va au-delà du regroupement communautaire ou en droit social où on se démarque par notre langue de vie, le français. Le rôle du campus Saint-Jean est de mener le débat, de faire réfléchir, de provoquer, d'être perturbateur, de questionner et d'encourager le dialogue. Son rôle est de servir d'exemple à la société sur ce qui est possible, ce qui est souhaitable et ce qui est à changer. En invitant des experts de toute la province, de tout le Canada et du monde entier, le campus Saint-Jean doit élever la francophonie à un niveau d'excellence nécessaire pour entraîner des changements sociétaux profonds. L'année dernière, nous avons accueilli l'honorable Morton Mick, ancien juge de la Cour municipale de Montréal, qui avait, au cours de toute sa carrière, transformé et favorisé l'accès au système judiciaire des personnes défavorisées, âgées ou marginalisées de la société. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir son Excellence Mme Surya Othmani, j'espère que j'ai bien prononcé ça, ambassadrice du Royaume du Maroc auprès du Canada, qui nous fera l'honneur d'effectuer une présentation intitulée « Diplomatie, éducation, économie et échanges culturels. La vision du Maroc pour la communauté afro-atlantique et les relations Canada-Maroc ». Certains d'entre vous se demanderont sûrement quel rôle peut jouer une institution postsecondaire francophone située au cœur de l'Alberta, exactement à 8002 km de Rabat, la capitale du Maroc. Que peut faire une institution de la taille du campus dans les relations géostratégiques et dans la politique internationale? Et enfin, une institution multidisciplinaire ouest-canadienne de langue française peut-elle vraiment être entendue dans le monde de l'excellence de la recherche? Ma réponse, elle est simple. Attendez de voir. Wait and see. Car ce n'est pas à cause, mais grâce à sa taille, sa localisation, sa particularité linguistique et sa transdisciplinarité que le campus Saint-Jean a un rôle à jouer dans ce monde. La francophonie albertaine nous fournit un microcosme du monde. Ici, au campus Saint-Jean, près d'une quarantaine de nationalités différentes se côtoient. Mais notre langue commune nous unit dans l'esprit de notre devise « Unité, diversité, université ». Cette langue nous démarque et nous permet de briller en se faisant remarquer. Au cœur d'une province très majoritairement anglophone, nous sommes un phare de connaissances. Ici, nous ne sommes pas des ovnis, des objets volants non identifiés pour beaucoup. Nous sommes un OENI, objet éducatif non identifié. Nous sommes présents, nous dérangeons, nous provoquons, nous perturbons, nous débattons et nous excellons. Et grâce à cela, nous avons un impact direct sur le monde. Des exemples, on en a beaucoup. Rien que la semaine dernière, j'ai reçu l'information qu'Omera Issa, ancienne du campus, journaliste pour Radio-Canada, puis maintenant CPAC, avait été sélectionnée parmi la promotion 2024 des jeunes leaders du monde, ou ce qu'on appelle le Young Global Leaders, du Forum économique mondial. Elle s'ajoute à la longue liste de chefs de file issus du campus Saint-Jean et qui changent le monde, comme l'honorable Mary Moreau, chef juge à la Cour suprême du Canada, l'honorable Randy Boissonneau, ministre de l'Emploi et des langues officielles, l'honorable Chantal Petitclerc, 14 fois championne paralympique et aujourd'hui sénatrice, et Mme Leila Goodridge, députée fédérale. Et oui, évidemment, je fais du name dropping et c'est une très longue liste de noms. Et vous pouvez constater l'impact que le campus Saint-Jean, et ceci rien que dans le cadre de nos alumni. Le campus Saint-Jean change aussi le monde par l'excellence et l'impact de sa recherche et de ses programmes. Vous ne le savez peut-être pas, mais le campus lance son premier programme doctoral cette année-ci. Les premiers doctorants intégreront le campus en septembre. Et si j'ai bien compris, il y en a 7 qui commencent, ce qui est une cohorte énorme quand on y pense à une telle faculté. Alors, je suis très fier de ce qu'on a fait. Il s'agit d'un programme transdisciplinaire, car grâce à notre multidisciplinarité et à notre taille, nous pouvons oser combiner des domaines de recherche qui traditionnellement sont aux antipodes de l'un et l'autre.
Nous sommes d'ailleurs en train de finaliser la refonte de nos programmes en sciences et en arts afin de justement célébrer cette transdisciplinarité. Le lancement du programme doctoral du Campus Saint-Jean achève le continuum éducatif en français en Alberta. C'est un moment qui est historique. J'en parlerai plus demain lors du panel du congrès auquel je participe. Le paradigme de l'éducation postsecondaire en milieu minoritaire doit changer pour répondre aux besoins de notre grande francophonie. Chers amis, aussi la recherche, c'est aussi la possibilité d'échanger avec des experts du monde entier et de dialoguer comme nous le ferons au cours du congrès. Et dans 2 semaines, lorsque nous accueillerons des mathématiciens de toute la province, du Canada et de l'étranger pour une conférence de mathématiques de l'Alberta Mathematics Dialogue, au cours de laquelle nous accueillerons un autre ancien, encore du name dropping évidemment, Phil Gaudreau, ingénieur en intelligence artificielle travaillant pour LinkedIn dans Silicon Valley. Et je vous invite aussi à y participer. Ce type de conférence illustre le faire savoir et l'excellence du Campus Saint-Jean et son rôle central dans le monde académique. Une autre conférence aura lieu du 17 au 20 septembre intitulée L'éducation en mouvement, immigration, intégration et identité. Une autre conférence, celle-ci axée surtout sur les différentes facettes de l'intelligence artificielle, se tiendra en octobre. Plus que jamais, le Campus Saint-Jean remplit son rôle de catalyseur de l'excellence de la recherche. La recherche du Campus Saint-Jean va au-delà des sciences et de l'éducation. Je vais mentionner certainement le travail remarquable effectué par notre collègue Charlie Ambala, qui est ici en arrière, qui s'attendait certainement pas de dropper son nom, professeur, chercheur et responsable du GRAD, le groupe de recherche des Afriques et l'Amérique latine, qui a vocation à établir des espaces de dialogue entre chercheurs, responsables de politique publique et chefs des fils communautaires. Le GRAD analyse les grandes tendances et transformations en cours dans les Afriques et les Amériques latines et examine leur impact sur le Canada et ses politiques. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le continent du 21e siècle. Et je sais que Madame l'ambassadrice, vous allez dire la même chose. La région géographique qui connaîtra parmi les plus grands changements économiques, sociétaux et culturels. On le voit dans les informations à tous les jours. L'Afrique est justement au cœur du thème de cette conférence du doyen exceptionnel. En quelques instants, j'aurai l'immense plaisir de présenter la conférencière de ce soir, Son Excellence. C'est un honneur d'accueillir l'ambassadrice du Royaume du Maroc auprès du Canada. Un honneur tout d'abord parce que justement dans ce cadre de l'Afrique et de ses relations extérieures, le Maroc joue un rôle primordial et innovant. Catalyseur économique du continent, le Maroc est l'un des principaux investisseurs et acteurs. Je suis encore certain que vous allez dire la même chose. Le plaisir d'accueillir l'ambassadrice du Royaume du Maroc est particulièrement accru pour une deuxième raison. Nous développons en effet un partenariat inédit avec une des principales universités marocaines, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Nous avons donc déjà signé une entente et nous allons prochainement accueillir une demi-douzaine d'étudiants de l'UM6P. Je tiens également à signaler le rôle de fer de lance joué par le Campus Saint-Jean dans le cadre de cette entente au nom de toute la prestigieuse Université de l'Alberta. Car si plusieurs facultés bénéficieront de cette entente, c'est grâce à notre campus qu'on a pu avoir cette entente. Personne d'autre aurait pu le faire. Par excellence, chers amis, chers invités, distinguished guests, merci d'être ici aujourd'hui pour cette grande conférence du doyen. Maintenant, permettez-moi de vous présenter notre invitée d'honneur et conférencière de cette deuxième grande conférence du doyen, Son Excellence Madame Surya Othmani. Lauréate de la faculté de droit de Rabat de l'Université Mohamed V, Madame Surya Othmani est une diplomate dynamique, active, engagée, qui compte plus de 35 années de carrière professionnelle au sein du ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Son parcours personnel et professionnel s'est enrichi au fil des ans de plusieurs positions de responsabilités prestigieuses au sein de la diplomatie marocaine. Avant d'être nommée ambassadrice du Royaume du Maroc au Canada en avril 2018, elle a été ambassadrice à Prague, en République tchèque, de 2011 à 2018. De 2004 à 2011, elle a occupé des fonctions de consul général du Royaume du Maroc à Montréal. Elle avait été auparavant servie en 1995 à Vienne, en Autriche, et en 1998 à Stockholm, en Suède, en qualité de ministre conseiller et second ambassador.
Durant son trajet, elle a assumé divers postes de responsabilité, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, qui auront permis de prendre part aux assemblées générales de l'ONU à New York et à Vienne, et aussi de représenter son pays dans de multiples forats et conférences régionales et internationales dans plus de 40 pays à travers le monde. Le domaine de prédilection de l'ambassadrice demeure la diplomatie culturelle. En récompense à son implication dans ce domaine, l'ambassadrice s'est vue décerner en 2017 par la mairie de Prague en République tchèque le prix international de la culture pour une personnalité étrangère ainsi que la médaille d'argent du mérite du ministère tchèque des Affaires étrangères. Elle a été par 2 fois récipiendaire du prix du meilleur ambassadeur pour la région de l'Afrique du Nord à Ottawa en mars 2019 et en mars 2020. En novembre 2019, elle recevra le trophée des femmes africaines dynamiques, remis par l'ambassade du Gabon à Ottawa au nom de la présidence de la République du Gabon. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous, Votre Excellence. Merci beaucoup. Je vous présente l'ambassadrice du Maroc. J'aimerais juste souhaiter la bienvenue au commissaire en langue officielle, M. Raymond Teberch. Bienvenue. Alors, Monsieur Jason Carey, doyen et chef de la direction du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, Mesdames et Messieurs du monde académique, chères étudiantes et étudiants, distinguée audience, chers amis. C'est pour moi un grand honneur de me retrouver avec vous aujourd'hui et pour la première fois au campus Saint-Jean, dont le prestige et la notoriété dépassent les frontières de l'Alberta et du Canada. Et ce privilège bien apprécié de rencontrer, de pouvoir échanger avec la communauté académique et estudiantine francophone de l'Université de l'Alberta et de plusieurs autres universités canadiennes, je le dois à M. Hassan Safouhi, vice-doyen principal du campus Saint-Jean, que je salue et remercie de me donner cette opportunité de prendre part à la 2e édition des congrès annuels de ce même campus et d'être l'invité principal de la grande conférence du doyen. Sachant que les objectifs des précédentes rencontres sont de s'informer, de débattre des enjeux liés à la francophonie albertaine et mondiale, je voudrais vous transmettre en ma qualité de vice-coordinatrice du groupe des ambassadeurs et ambassadrices francophones d'Ottawa, lesquels sont au nombre de 50, je voudrais vous transmettre leurs chaleureuses salutations et vous assurer que dans le cadre de nos responsabilités de diplomates, représentant des pays affiliés à l'OIF, nous avons à cœur, tout autant que vous, individuellement et collectivement, de promouvoir et faire avancer les nobles valeurs de l'espace francophone, autant dans nos pays respectifs qu'au Canada et partout ailleurs dans le monde. Et nous savons tous combien l'éducation et l'enseignement francophone peuvent jouer un rôle majeur dans cette perspective. Je me réjouis de pouvoir vous entretenir sur les multiples et importantes avancées opérées par le Maroc, qui est un pays membre actif de la francophonie depuis 1981. Les thématiques que je traiterai se rapportent plus particulièrement à la diplomatie, à l'éducation, à l'économie et aux échanges culturels, et je partagerai avec vous la vision de mon pays pour l'Afrique et pour la communauté afro-atlantique. Je me dois aussi de vous faire part de mon sentiment sur le rôle que le Canada peut et devrait jouer au sein de ces deux espaces. Et je finirai en faisant une large référence aux relations bilatérales maroco-canadiennes. Ma présentation sera agrémentée au fur et à mesure par quelques visuels que je ne commenterai pas, mais qui illustreront un tant soit peu mes propos. Mesdames et messieurs, distinguée audience, le monde dans lequel nous évoluons
connaît des transformations majeures, tant sur le plan économique que géopolitique. Des pays tels que la Chine, l'Inde et certains pays d'Amérique du Sud émergent comme des acteurs économiques incontournables, bouleversant ainsi les équilibres mondiaux et les relations internationales. L'économie mondiale devient davantage multipolaire. L'évolution technologique fulgurante et l'usage des réseaux sociaux d'un bout à l'autre de la planète font que la société civile internationale communique avec une vitesse intense. Les opinions se répandent très vite et favorisent les aspirations légitimes des uns et des autres à davantage de démocratie et de liberté et à d'autres valeurs jugées fondamentales. Les pays arabes ne sont pas en reste depuis l'avènement du printemps arabe. Il y a des revendications démocratiques qui se font entendre, mais une problématique clé de la région arabo-musulmane et même du monde entier demeure, vous en conviendrez avec moi, le conflit israélo-palestinien non encore réglé et qui a été remis à l'ordre du jour de l'agenda mondial par la guerre dévastatrice d'Israël sur la bande de Gaza. Et il faut tenir compte aussi des derniers et dangereux développements avec l'implication de l'Iran qui risque d'embraser toute la région. Ce conflit ouvert au Proche-Orient est venu s'ajouter à un autre, déjà en cours depuis plus de 2 ans, entre la Russie et l'Ukraine et qui préoccupe grandement le continent européen et le reste du monde. Ça marche pas le visuel. Désolée. Désolée. Des changements considérables sont donc en cours. Quelle est alors la place du Maroc d'aujourd'hui dans la nouvelle donne internationale? Comment réagit-il et s'ajuste-t-il face à tous ces bouleversements? Quelles sont les réformes qu'il a mises en place et qu'il poursuit? Quels sont ses atouts, ses ambitions, ses défis, son rôle et son poids sur les scènes nationales, régionales, continentales, multilatérales et internationales? Quelles sont ses relations avec l'Afrique, avec l'Europe, avec l'Amérique du Nord et notamment avec le Canada? Comment capitaliser et faire bonifier les relations diplomatiques et de coopération qu'entretiennent le Maroc et le Canada depuis maintenant 62 ans, et aussi et surtout comment les mettre au service de l'avancement de la paix, de la sécurité des droits humains et du développement international, notamment en Afrique. Autant de questions et de sujets pertinents que je tâcherai de démêler et de synthétiser avant de pouvoir me prêter à vos questions et à vos préoccupations. La position géostratégique favorable du Royaume du Maroc, tout au nord-ouest du continent africain, le situe donc à la croisée de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient, avec 2 façades, l'une atlantique et l'autre méditerranéenne, à seulement 15 km de l'Espagne. En fait, cette situation du Maroc en fait un pays indéniablement et historiquement ouvert sur le monde et lui confère la qualité de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Le Maroc a depuis très longtemps fait le choix d'adhérer à un processus de réforme démocratique. Il s'appuie sur la consécration de la modernité, du pluralisme politique et de l'ouverture économique. Le Maroc fait partie intégrante de la complexité, de la richesse, des dynamiques politiques, économiques et culturelles qu'offre le continent africain. Il se distingue comme un acteur régional majeur en pleine ascension sur la scène mondiale. En termes de soft power ou de diplomatie douce, il est présentement le pays le plus influent au Maghreb et le 3e en Afrique, après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et il est 50e mondial sur 193 pays. Dans la région arabe, le Maroc se classe 7e et s'affirme, selon le rapport britannique annuel Brand Finance de 2024, il s'affirme en tant que puissance émergente dans cette sphère, avec bien entendu des atouts à capitaliser et des défis à relever. Si le Maroc se classe aussi à la 3e place
des 15 pays les plus puissants en Afrique, il doit cette distinction à une évaluation objective tenant compte de divers indicateurs de puissance. Le Royaume est la 2e puissance militaire en Afrique et la 6e puissance économique. Il est aussi vu comme une puissance politique, en raison notamment des alliances diplomatiques et stratégiques qu'il a nouées avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Union européenne, avec la Chine, avec la Russie ou encore avec les pays du Golfe. Le Maroc est enfin une puissance culturelle reconnue. Selon le magazine en ligne du département d'État américain, State Magazine numéro 2 du mois de mars 2024, le Maroc s'impose en tant que pourvoyeur de paix et de stabilité dans une région aux prises avec une multitude de défis. Le Royaume, un des alliés majeurs des États-Unis hors OTAN, joue en effet un rôle central dans les efforts déployés au niveau régional en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. L'une des forces motrices de cette ascension remarquable est la croissance soutenue de l'économie marocaine, avec un PIB de près de 140 milliards de dollars américains depuis 2022. Un PIB qui a triplé en moins de 20 ans. Quels sont donc les atouts actuels de l'économie marocaine? Alors que bon nombre de pays arabes sont l'objet de fortes turbulences politiques, sociales ou encore économiques, le Maroc jouit d'une stabilité politique et sociale qui crée indéniablement un environnement propice aux investissements et à la croissance économique. Le pays bénéficie d'un leadership visionnaire en la personne de son chef de l'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui favorise la mise en œuvre de politiques économiques cohérentes et convergentes, orientées sur le long terme et inscrites sous le sceau du développement durable. L'économie marocaine a connu une évolution remarquable sur les 20 dernières années. Les multiples accords de libre-échange conclus par le Maroc offrent l'accès à un marché de plus de 2,4 milliards de consommateurs si l'on inclut l'Afrique. Le Maroc est classé 2e pays le plus industrialisé d'Afrique après l'Afrique du Sud. Le Maroc trône sur l'échiquier mondial des principaux producteurs et exportateurs de produits agroalimentaires. Et il est la 5e destination la plus compétitive au monde pour la recherche et le développement dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Le secteur tertiaire représente plus de 50% du PIB et 49% de la main-d'œuvre. Le tourisme, autre secteur important pour notre économie, est en progression constante avec des arrivées records d'étrangers à chaque année. Alors que l'économie du pays dépendait traditionnellement et majoritairement de l'agriculture et de l'exploitation minière, les options industrielles du gouvernement marocain, soutenues par des infrastructures de pointe, ont créé ces dernières années une dynamique qui a sensiblement amélioré l'attractivité du pays pour les investissements étrangers et favoriser l'émergence des métiers mondiaux et des nouveaux secteurs émergents comme celui des industries automobiles et aéronautiques, de l'électronique ou encore celui des énergies renouvelables. Ces nouvelles niches ont diversifié et innové la base économique du pays pour la rendre plus compétitive et ont impacté positivement le développement du royaume. Avec 85% des réserves mondiales en phosphate et 20% de la production mondiale pour ce minerai, le secteur des phosphates, bien que traditionnellement important pour le Maroc, est désormais devancé par celui de l'industrie automobile, qui est l'un des fleurons actuels de l'économie marocaine, avec une production de près de 1 million de véhicules par an et 2 millions programmés à l'horizon 2030. Et ce secteur affiche une croissance de 30,2% et un chiffre d'affaires s'établissant à 13 milliards de dollars.
C'était le chiffre que nous avions pour fin novembre 2023. Ce secteur de l'automobile a pu franchir des étapes spectaculaires grâce aux mesures incitatives fiscales mises en place par le gouvernement marocain, grâce aussi à l'établissement de zones franches industrielles, grâce aussi à l'investissement dans des infrastructures de pointe et dans la formation de la main-d'œuvre, et enfin, grâce aux investissements dans la recherche, le développement et l'innovation. L'évolution fulgurante et le succès de cette industrie est aussi porté par la mise en place d'une multitude d'écosystèmes qui font du Maroc, à l'heure actuelle, le premier exportateur de voitures vers l'Union européenne, devant la Chine, le Japon et l'Inde, alors qu'il est déjà le premier producteur de voitures sur le continent africain. Si le Maroc produit des marques étrangères, il a aussi innové et a réalisé, grâce à des compétences nationales, la première voiture de fabrication locale baptisée Neo Motors. Le label Made in Morocco devient ainsi synonyme de qualité et le Maroc se positionne en compétiteur fiable dans le domaine des véhicules propres et des énergies renouvelables. Les exportations de véhicules se font essentiellement par le port de Tanger-Med, un hub logistique majeur qui constitue une autre fierté pour le Maroc en matière d'infrastructures de classe mondiale. 8 millions de conteneurs traités en 2023 et 122 millions de tonnes de marchandises manutentionnées. La Banque mondiale classe le port de Tanger-Med comme 4e port à conteneurs le plus performant au monde en termes d'activité marchande, commerciale et de passagers. Sur un total, donc 4e au monde, sur un total de 348 ports en 2023. Il est le premier dans la région méditerranéenne et en Afrique. Outre l'automobile, le secteur de l'aéronautique réalise de bonnes performances qui concourent à faire du Maroc un futur leader mondial de cette industrie. Par sa feuille de route bien ciblée, le Royaume dispose à l'heure actuelle d'une base industrielle de plus de 140 acteurs mondiaux du domaine, parmi lesquels Spirit, Safran, Excel, qui est le géant mondial des matériaux composites, Sabka, Daher, Thales, Boeing, Collins, et encore plus récemment, le géant mondial des moteurs Pratt & Whitney. Tous ces grands acteurs de l'aéronautique mondiale contribuent à renforcer la compétitivité du Maroc et à en faire un secteur de pointe qui affiche une croissance annuelle de 6 à 20% et 21 milliards de dollars de revenus en 2022 et des chiffres qui sont toujours à la hausse en 2023. Sachez aussi, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, chaque avion qui vole dans le ciel comporte au moins une pièce usinée au Maroc. Mesdames et messieurs, pour faire face aux défis et changements climatiques qui sont le lot de toute la planète, le Maroc, qui ne manque pas d'atouts naturels en termes de soleil et de vent, s'est aussi engagé vers une transition énergétique ambitieuse, visant à faire des énergies renouvelables la principale source de production électrique d'ici à 2027. Malgré les multiples défis à relever, les avancées enregistrées à fin 2023 dans le domaine montrent une accélération portée notamment par le déploiement de projets éoliens et solaires. Le niveau d'investissement du Maroc dans le secteur des énergies renouvelables est sans précédent. Mon pays a opté pour la décarbonation et la promotion de villes intelligentes, dotées de transports zéro émission. Il s'est fixé un objectif d'investissement annuel d'1 milliard de dollars en vue d'assurer la majorité de ses approvisionnements énergétiques à partir de sources vertes, exemptes de dioxyde de carbone, tout en réduisant ses importations électriques. Le Royaume vise à ce que les énergies renouvelables représentent 52% de son mix énergétique d'ici à 2030 et à près de 80% d'ici à 2050. Parce que le Maroc ambitionne de devenir une puissance de production, de fabrication industrielle en énergie verte,
il s'est aussi lancé dans la production d'hydrogène vert, d'ammoniac vert et d'engrais verts, lesquels, les engrais verts, contribueront à n'en point douter à la sécurité alimentaire mondiale. Pour ne pas faire trop long, donc je m'abstiendrai de vous fournir d'autres chiffres et d'autres données qui illustrent la vitalité de l'économie marocaine et son ancrage dans l'économie mondialisée. Mais comme je le soulignais au début de mon intervention, du fait précisément que ce nouvel environnement globalisé, le Maroc, comme beaucoup d'autres pays en développement, se doit, pour s'y assurer une participation active, de favoriser l'égalité des chances et de se donner les compétences nécessaires à confronter son émergence. Outre les nombreuses et courageuses réformes à caractère social, comme la couverture médicale actuellement en place pour 23 millions de Marocains sur 35, les allocations chômage, le développement centré sur l'humain, le Maroc a aussi entrepris ces dernières années une réforme ambitieuse de son système éducatif. Une réforme qui vise à répondre aux défis contemporains et aux besoins évolutifs de sa population. Les changements initiés en matière d'éducation et d'enseignement portent sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage à tous les niveaux, en mettant en œuvre des programmes éducatifs modernisés, un système d'école pionnière et en renforçant la formation des enseignants et le développement des compétences. Ces changements encouragent la promotion des valeurs de citoyenneté active, de tolérance et de diversité culturelle, afin de former des citoyens responsables et engagés dans la société. Pour ce qui est de la réforme de l'enseignement supérieur, elle se concentre sur 4 axes stratégiques majeurs, à savoir la mise en place d'une réforme pédagogique complète et intégrée, l'alignement de la recherche scientifique sur les priorités nationales, la promotion d'une culture d'innovation et la mise en place d'un nouveau mode de gouvernance favorisant l'autonomie des universités, l'excellence opérationnelle et l'inclusion sociale et économique. Après, voilà, donc ce matin on parlait des opportunités de coopération entre le campus Saint-Jean dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Je pense que là on a une panoplie de domaines dans lesquels une coopération pourrait s'établir. Après ce panorama économique et en matière d'éducation et d'enseignement, je voudrais aborder l'autre volet important de ma présentation, à savoir les relations de mon pays avec l'Afrique, ses ambitions pour le continent et surtout la vision du royaume et de Sa Majesté le roi du Maroc pour la communauté afro-atlantique et cet engagement, je dirais même engouement du Maroc envers l'Afrique va de pair et se conjugue parfaitement avec les progrès accomplis par l'économie marocaine. Pour une meilleure mise en perspective de l'africanité et de l'africanisme du Maroc, il est nécessaire de remonter un petit peu dans l'histoire. Le continent africain, presque entièrement colonisé, voit le départ des puissances coloniales entre 1950 et 1961. Le Maroc, qui était lui-même sous protectorat français de 1912 à 1956, avec des zones d'influence espagnole au nord et au sud, parachève son intégrité territoriale avec la récupération de ces provinces du Sud rétrocédées par l'Espagne en 1975. Il obtient son indépendance en 1956 et adopte depuis lors une politique volontariste et solidaire avec le continent africain. En 1961, Feu Sa Majesté le roi Mohamed V, grand-père de l'actuel souverain, propose avec d'autres leaders africains de l'époque l'idée du groupe de Casablanca, qui avait comme finalité de bâtir un panafricanisme pour consolider les indépendances et conduire les nouveaux pays africains sur la voie du développement. On voit donc que le panafricanisme marocain est bien inscrit dans l'ADN du royaume. Feu Sa Majesté le roi Hassan II, père de l'actuel roi, avait pour habitude de dire que le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe. Bien que le Maroc se définisse comme un pays arabe et musulman, l'indéniable identité africaine du Maroc est rappelée dans la constitution du pays qui stipule, je cite,
Le Maroc est un royaume qui entend préserver, dans sa plénitude et dans sa diversité, son identité nationale une et indivisible, son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazigh et saharo-hassani, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. C'est donc tout naturellement que le royaume, en la personne de Feu Sa Majesté Mohamed V, a fait partie des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, que le Maroc avait quitté en 1984 pour finalement la réintégrer en 2017 et devenir un des membres les plus dynamiques de la nouvelle organisation connue sous le nom d'Union africaine. Le Maroc ambitionne de voir le continent africain, avec ses nombreux atouts et potentialités, avec sa population actuelle de 1,4 milliard de personnes, soit 18% de la population mondiale, avec sa ZLECAf, sa zone de libre-échange africaine, la plus grande zone de libre-échange au monde. Je viens de le dire, avec 1,4 milliard de personnes et un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars. Le Maroc ambitionne donc de voir notre continent figurer dans la nouvelle géopolitique planétaire et qu'il puisse se positionner de manière compétitive dans tous les schémas de la gouvernance mondiale, à la faveur d'une approche globale et cohérente, conciliant entre l'action sécuritaire et le développement économique et humain, qui puisse, en fin de compte, contribuer à lui assurer stabilité et prospérité. La politique africaine du Maroc a aussi été voulue, dessinée et impulsée par l'actuel souverain du Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui en a fait un axe prioritaire de la politique étrangère du royaume. Le royaume a ainsi intensifié et diversifié ses relations avec les pays africains en mettant l'accent sur la coopération politique, la médiation dans les conflits régionaux et la promotion de la stabilité par le co-développement. La vision royale pour l'Afrique, prospective et active, est ainsi basée sur 4 fondamentaux complémentaires. En l'occurrence, l'ancrage historique, le devoir de solidarité, l'impératif de réaliser un espace de paix, de sécurité, de stabilité commun et un engagement permanent pour le développement socio-économique du continent. Et tout cela dans le respect des paramètres vitaux que sont la résolution pacifique des différends, le bon voisinage, le respect de la souveraineté des États et la préservation de leur intégrité territoriale et de leur identité culturelle et culturelle. Pour le Maroc, la coopération avec les pays africains ne constitue plus un choix, mais un impératif pour assurer un développement humain équitable et répondre aux aspirations et ambitions et priorités de ses partenaires. Le Royaume déploie des efforts en continu pour partager son expérience et son savoir-faire dans le domaine des infrastructures, de la santé et surtout et aussi dans celui de l'agriculture, laquelle fait face, comme vous le savez, à des menaces induites par les changements climatiques. Cette présence du Maroc en Afrique date de plusieurs siècles et reposait, comme elle repose aujourd'hui encore, sur une profondeur culturelle et cultuelle qui s'est affermie avec le temps et dans l'espace, en termes d'échanges et de coopération culturelle. Le Maroc agit en effet en faveur de la diversité culturelle africaine, en favorisant la formation académique et la promotion des programmes éducatifs en faveur de la jeunesse du continent. Sur le plan culturel et de l'échange académique, le Maroc accueille environ 12 000 étudiants étrangers, dont 8 000, soit la majorité, provient des pays africains, qui poursuivent leurs études dans divers instituts et universités marocaines. Et sur ces 8 000 étudiants africains, 6 500 sont issus de pays subsahariens et sont boursiers à titre gracieux de l'État marocain. La politique de formation des cadres africains a été introduite au Maroc dans les années 60 et des centaines de hauts cadres africains ont été formés dans les institutions et établissements d'enseignement du Royaume.
Sur le plan religieux, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains est fondée en 2015 et regroupe des savants théologiens de 32 pays du continent, prônant l'islam modéré et éclairé proposé par le Maroc et sa commanderie des croyants, une institution prestigieuse dans plusieurs pays d'Afrique francophone et centrale. En matière de coopération et de médiation, le Maroc a envoyé 60 000 casques bleus marocains dans 5 contingents de maintien de la paix de l'ONU en Afrique, en Congo, en Somalie, en RDC, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine. En outre, le Maroc participe activement au processus de réconciliation libyenne, à celui du lac Tchad ou encore celui se rapportant au conflit malien. Le Maroc déploie, lorsque nécessaire, des hôpitaux médicaux de campagne, lesquels ont assuré à ce jour, en plusieurs régions et pays africains, près de 600 000 prestations médicales de toute nature et dans toutes les spécialités. Le Maroc a sincèrement à cœur d'établir des relations économiques équilibrées avec ses partenaires africains, tout en partageant son expertise dans divers domaines. Il a ainsi procédé à l'annulation de la dette des pays africains les moins avancés, à l'exonération totale de leurs produits des droits de douane à l'entrée du marché marocain, à l'exportation de vaccins et de médicaments, aux dons d'engrais, à la formation académique et à l'ouverture à la migration africaine. La politique migratoire impulsée par le Royaume permet aujourd'hui aux migrants et aux personnes réfugiées dont le séjour a été régularisé de jouir de la plénitude de leurs droits et d'accéder à toutes les prestations sociales et autres sur un pied d'égalité avec les nationaux. Cette politique pionnière a permis une vaste opération de régularisation de plus de 50 000 migrants et demandeurs d'asile et la mise en place d'un dispositif pour l'assistance humanitaire d'urgence en faveur des personnes les plus vulnérables d'entre ces migrants. Les principes guidant la diplomatie marocaine en Afrique ont évolué au fil des ans pour inclure de nouvelles dimensions, notamment la recherche d'équilibre et de bénéfices mutuels. L'engagement pérenne du Royaume du Maroc envers l'Afrique s'illustre aussi par les très nombreuses visites officielles effectuées, 56 à cette date, ces 20 dernières années, par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dans plus de 29 pays africains et par la signature de plus de 1000 accords bilatéraux et conventions multisectorielles. Cette belle dynamique a propulsé le Maroc au rang de premier pays africain investisseur en Afrique de l'Ouest et de deuxième pays africain investisseur dans l'ensemble du continent africain. Les investissements marocains dans pas moins de 30 pays africains concernent les projets dans les infrastructures, les services, les banques, les assurances, les télécommunications, les industries métallurgiques ou agro-industrielles, la santé, l'éducation, l'agriculture et l'énergie, contribuant ainsi à la création d'emplois et à une bancarisation plus importante et aussi donc au développement socio-économique sur le continent. La confiance du Maroc en Afrique s'est parallèlement renforcée depuis le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017. Pour mémoire, le Maroc quitte l'OUA en 1984 en réaction à l'admission en flagrante violation de la charte de l'organisation d'un fantomatique État autoproclamé et non reconnu par les Nations Unies. Abstraction faite de cette anomalie juridique qui finira plus tôt que tard à être corrigée à la faveur des efforts que déploie le Maroc auprès des instances onusiennes et internationales pour faire reconnaître son bon droit sur ces provinces sahariennes, le Royaume s'efforce pareillement de défendre les intérêts du continent et de ses générations futures sur la scène continentale et internationale, s'engageant à promouvoir le concept de développement équilibré qui tienne compte de l'injustice historique subie par le continent et qui lui restitue sa place légitime sur la scène internationale. Le Maroc est définitivement motivé par une logique de convergence des intérêts et de co-développement où chaque pays, chaque partenaire a quelque chose à gagner.
Sa Majesté a toujours clamé que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Je cite le chef de l'État dans son discours prononcé, dans un de ses discours prononcés à Abidjan en 2014. L'Afrique est un grand continent. Par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités, elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Fin de citation. En 2016, notre souverain précisait encore, je le cite, « S'il est naturel que le Maroc tire parti de la coopération avec ses frères d'Afrique, il tient toujours à ce que ce soit mutuellement profitable. » C'est donc dans le cadre de ce contexte historique et en conformité avec les liens forts et la foi sincère qui l'unissent à l'Afrique, qu'est née l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI visant à donner un accès à l'Atlantique aux pays enclavés du Sahel. Initiative qui confirme l'agenda clair et ambitieux du Maroc pour l'Afrique et plus particulièrement pour sa façade atlantique. Tout le monde a à y gagner, car une façade atlantique connectée aux pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, donc une façade atlantique connectée aux pays du Sahel par un réseau d'infrastructures routières, ferroviaires et logistiques aux normes internationales ne peut qu'attirer des investissements directs étrangers, le tout dans un contexte de début de mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. C'est là un bouleversement total des schémas économiques et commerciaux de cette sous-région qui jusque-là était restée complètement figée. C'est le 6 novembre 2023, lors des célébrations de la glorieuse Marche verte, que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a dévoilé sa vision de l'atlantisme du royaume, et pour être plus précis, de son afro-atlantisme. Pour le souverain, la façade atlantique du Maroc, longue de 3000 km, doit devenir, je le cite, un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Fin de citation. Ce faisant, et en aménageant son littoral atlantique, le royaume œuvrera à désenclaver les pays africains non littoraux et participera à la prise de conscience des 21 pays africains atlantiques sur l'importance stratégique de leurs littoraux par leur connexion d'une part avec l'intérieur du continent et d'autre part avec les pays du continent américain sud et nord. Le Maroc est convaincu que la solution à l'instabilité et à l'insécurité au Sahel ne peut être exclusivement militaire ou sécuritaire. Bien au contraire, elle doit plutôt se fonder sur une approche de développement commun pour que tous les pays concernés et l'ensemble du continent aient à y gagner. L'objectif est de contribuer à transformer les économies des pays du Sahel, à améliorer la vie des populations et à œuvrer pour instaurer la sécurité dans la région. On peut qualifier d'inédites les stratégies royales proposées dans les processus de développement de l'Afrique. Il faut aussi rappeler que le Maroc avait déjà, en 2009, lancé le processus des États africains atlantiques. Processus qui réunissait 22 pays africains atlantiques, lesquels ont adopté en 2023 la déclaration de Rabat II, qui se décline en 3 priorités stratégiques qui sont le dialogue politique et de sécurité, l'économie bleue, la connectivité maritime et l'énergie et le développement durable. C'est précisément dans la logique de cette stratégie afro-atlantique à long terme que l'idée exprimée par Sa Majesté dans son discours du 6 novembre 2023 est née. Il s'agit, comme je vous le disais, de faire bénéficier les pays enclavés du Sahel des atouts procurés par l'océan Atlantique. Océan de tous les défis, mais aussi espace de toutes les opportunités. Le souverain a dans ce contexte déclaré, je le cite, « Pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique,
nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale. Néanmoins, pour qu'une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter aux réseaux de transport et de télécommunications implantés dans leur environnement régional. Fin de citation. Au Maroc, en total accord avec cette vision, les projets, chantiers et réalisations d'envergure ont été enclenchés depuis plusieurs années. Ils se sont multipliés, se sont enchaînés et se poursuivent encore à une cadence soutenue sur toute la façade atlantique du royaume. De la ville de Tanger au nord jusqu'à celle de la Guira au sud. Autoroute, route express, ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger, le grand port de Tanger-Med à l'entrée de la Méditerranée et plusieurs autres ports qui sont en cours de construction. Celui aussi, il y a le port presque aussi grand que celui de Tanger, c'est celui de Nador West Med, qui est à 180 km à l'est sur la Méditerranée, et le méga projet de Dakhla Atlantique en cours de construction accélérée. Et à l'international, un autre grand projet, celui du gazoduc africain Atlantique Nigeria-Maroc, qui parcourra la façade atlantique du continent du Nigeria à Dakhla pour continuer vers le nord. Il s'agit là d'un projet structurant qui servira de levier stratégique pour l'intégration régionale et le développement économique et social de l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut que je vous dise aussi que le Maroc se prépare activement et vit déjà dans la ferveur, l'excitation et l'enthousiasme des deux grands futurs événements sportifs continental et mondial que sont respectivement la Coupe d'Afrique des Nations qui doit se tenir en juillet 2025 au Maroc et la Coupe du monde de football qui se tiendra en 2030 dans 3 pays, Maroc, Portugal, Espagne. Tous ces beaux projets ont pour heureuse et bienvenue conséquence de donner un autre coup de fouet à l'économie et aux infrastructures marocaines. Et le Canada dans tout ça? Quel rôle peut-il jouer? Comment peut-il s'impliquer? Quels bénéfices peut-il en tirer? C'est justement là, dans cette vision royale que je viens de décliner, et dans les chantiers qui en ont découlé, que peut résider l'intérêt géostratégique et géoéconomique des pays américains littoraux de l'Atlantique, au nombre desquels figure le Canada. En effet, les enjeux géostratégiques de la réalisation d'un espace afro-atlantique n'échappent à personne, tant ils sont porteurs de perspectives prometteuses et de partenariats divers publics, privés ou combinés, ainsi que de projets en co-développement avec des pays riverains de l'Atlantique, mais aussi avec ceux du Sahel. Le Canada, pays membre du G7 et du G20, pays qui a toujours eu dans ses priorités internationales d'apporter un soutien aux pays en développement pour relever les défis mondiaux urgents, au titre desquels la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation des femmes, les inégalités sociales et les changements climatiques, le Canada peut, à l'évidence, et est appelé à s'intéresser à ces initiatives courageuses et à leur apporter son soutien, son expertise, son accompagnement et son savoir-faire. Le Canada, vous le savez, jouit d'une excellente réputation en Afrique. Il y est perçu comme un pays égalitaire, juste, honnête, neutre, sans passé colonial. Il dispose de tous les atouts, y compris celui de la francophonie. Et il lui revient, et ce, à l'instar d'autres grands joueurs internationaux, de se positionner, de se distinguer et de montrer qu'il peut, dans ce continent, ami et partenaire, faire une grande différence, faire la différence. Pour le Canada, c'est maintenant ou jamais. Il ne doit pas hésiter, il ne doit pas être timoré. L'Afrique a besoin d'un Canada proche d'elle, qui peut et doit investir dans son développement, mais aussi dans la recherche de la paix, dans la résolution des conflits, dans l'éducation des jeunes,
des filles et des femmes africaines. Le Canada compte une importante diaspora africaine, une diaspora africaine bien formée, talentueuse et sur laquelle il doit compter pour jeter des passerelles et raccourcir la distance qui le sépare de notre continent. Continent qu'il ne convient plus de voir seulement à travers le prisme des conflits et des guerres, mais plutôt et plus justement comme une terre qui regorge d'opportunités. Il doit être vu comme ce qu'il est, un continent dynamique, innovateur, créatif, en pleine transformation, un continent jeune, riche, avec des gens généreux et qui ont beaucoup à donner et à recevoir. Il faut que le Canada comprenne aussi que l'Afrique, avec ses 54 pays, constitue un enjeu diplomatique de taille. Souvenez-vous, lors du vote au Conseil de sécurité pour le siège que revendiquait le Canada. Donc, le continent constitue un enjeu diplomatique de taille et il est au cœur des grandes questions de l'heure. Comme l'ont déjà fait 6 des 7 pays membres du G7, c'est maintenant ou jamais pour le Canada de se rapprocher et de tendre une main solide à l'Afrique. Après, il sera trop tard. Pour revenir à l'initiative afro-atlantiste marocaine, on peut affirmer qu'elle rejoint celle lancée par les États-Unis d'Amérique durant le mois de septembre 2023, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, une initiative visant à promouvoir la coopération dans l'espace atlantique et qui compte actuellement 36 membres, parmi lesquels le Canada, le Royaume-Uni, le Maroc et plusieurs autres pays européens et africains. Il y a aussi lieu de rappeler les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et celles de la Convention de Montego Bay de la même année, lesquelles incitent déjà les pays riverains des mers et des océans à permettre l'accès aux espaces maritimes, aux pays enclavés. En lançant son initiative afro-atlantique, le Maroc ose finalement proposer et mettre en application ce que précisément les autres pays n'ont jamais fait, malgré les recommandations des conventions internationales maritimes, à savoir offrir un couloir à des pays enclavés, pour le cas d'espèce, ceux du Sahel, pour accéder à la mer. Conscient que les défis du Sahel sont liés au changement climatique, à l'égalité des chances et à la nécessité de renforcer les compétences nécessaires à la gestion des ressources en eau potable et au flux continu de migrants ou de réfugiés, aux menaces sécuritaires et à l'extrémisme violent, les pays du Sahel se sont réunis au Maroc suite à cette annonce et ont unanimement fait part de leur adhésion sans réserve à la nouvelle stratégie atlantique proposée par le Royaume. Le projet de gazoduc Maroc-Nigeria et l'initiative pour l'Atlantique sont ainsi 2 modèles marocains novateurs qui convergent pour donner une bouffée d'oxygène vitale pour les tissus économiques de la région du Sahel. Les disparités et les déséquilibres de développement sont des facteurs directs de durabilité des tensions, de propension à la violence et à l'extrémisme dans la région. Le développement humain est plus qu'impératif pour donner de l'espoir aux générations futures. Toute la région afro-atlantique, au vu de sa nature stratégique, est en effet appelée à connaître des développements géopolitiques et socio-économiques majeurs et fort prometteurs. Alors, si l'espace atlantique-africain compte beaucoup de défis, il recèle aussi certainement de grandes opportunités de coopération et de développement, et les initiatives en cours permettront d'ouvrir de nombreux horizons et d'engendrer d'importantes interactions commerciales avec de nouvelles destinations économiques en Europe atlantique, en Grande-Bretagne, en Amérique du Sud et du Nord. Il appartient également à tous ces pays, et notamment au Canada, de saisir ces opportunités et de bénéficier de plusieurs points d'entrée en Afrique. Maintenant, un petit mot sur les relations Maroc-Canada.
Le Maroc et le Canada entretiennent depuis 62 ans des relations diplomatiques et de coopération multisectorielles. Nos deux pays ont toujours œuvré à développer, renforcer et diversifier leurs excellentes relations sur les plans tant bilatéral que multilatéral. La dernière visite d'un ministre des Affaires étrangères du Canada au Maroc remonte à janvier 2020 et celle du président du Sénat canadien à Rabat remonte à avril 2023. Le chef de la diplomatie marocaine devrait pouvoir également effectuer, avant la fin de cette année, une visite de travail auprès de son homologue canadienne. Les relations et visites entre parlementaires marocains et canadiens sont fréquentes, notamment dans le cadre de la francophonie. Le Maroc est le troisième partenaire commercial bilatéral du Canada en Afrique, avec un volume d'échange de marchandises croissant et qui a atteint en 2022 1,4 milliard de dollars, ce qui témoigne donc fort bien de la vitalité et du fort potentiel de cette collaboration Maroc-Canada. En considération du nombre important d'étudiants marocains qui poursuivent leurs études supérieures au Canada, ils sont près de 4000, et sachant que le volet enseignement supérieur est un axe majeur de la coopération bilatérale maroco-canadienne, notre ambassade interagit et promeut, autant que faire se peut, la mise en relation entre plusieurs universités canadiennes renommées et nombre d'universités, institutions d'enseignement supérieur et centres scientifiques marocains. Ce qui a permis donc aux deux parties, Maroc et Canada, de nouer de nouveaux partenariats académiques et scientifiques et de conclure plusieurs MOU, comme ce fut le cas entre l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir et de Rabat et l'Université de l'Alberta. Monsieur Jason en parlait tout à l'heure. Et donc, également, il y a eu des MOU qui ont été conclus avec l'Université du Manitoba et d'autres MOU seront bientôt conclus avec l'Université de la Saskatchewan et de Guelph. Le Maroc étant désormais intégré dans le programme de visa électronique de voyage, les déplacements de personnes entre nos deux pays, les échanges commerciaux, culturels et touristiques se retrouvent bien entendu facilités grâce à cette autorisation de voyage électronique et ça vient consolider les liens humains déjà existants en raison de la présence d'une forte communauté marocaine résidente au Canada. Étant majoritairement francophones, les membres de la communauté marocaine du Canada, vous l'aurez deviné, ont tout naturellement opté pour une installation en grand nombre au Québec. Ils sont plus de 100 000 de nos ressortissants à vivre présentement au Québec et les quelques 100 000 autres sont répartis sur les autres provinces canadiennes, y compris en Alberta. Et je veux profiter de mon passage ici pour saluer tous mes compatriotes marocains présents dans la salle et dans toutes les villes de l'Alberta. Globalement, il est permis d'affirmer que, quelle que soit la nature de toutes les initiatives et les réalisations dans un pays comme dans l'autre, au Canada ou au Maroc, elles visent à entretenir le développement harmonieux et équilibré de nos relations. Nous sommes cependant convaincus que l'impressionnant potentiel économique, scientifique, technique et culturel du Canada, d'une part, et le rôle vital que joue le Maroc dans la région euro-méditerranéenne, au sein du continent africain et du monde arabo-musulman, et compte tenu de leurs valeurs et aspirations communes dans un monde en pleine transformation et qui est le théâtre de nombreuses turbulences et de défis sérieux, le Maroc et le Canada sont plus que jamais appelés, mais également déterminés à poursuivre et à conjuguer leurs efforts et leurs engagements afin de renforcer, préserver et développer leurs acquis et resserrer davantage les liens existants. Permettez-moi en conclusion d'espérer que ma longue présentation vous donnera le goût d'en connaître davantage sur mon pays, de vous y rendre ou d'y retourner pour ceux qui sont déjà allés. Sachez que Royal Air Maroc et Air Canada desservent le Maroc depuis le Canada avec plus de 20 vols directs par semaine depuis Montréal à destination de Casablanca, et pour Air Transat à compter du mois de juin de cette année à destination de Marrakech avec 2 vols par semaine. Rien de mieux alors que de clore mes propos en partageant avec vous cette courte vidéo promotionnelle
sur le tourisme au Maroc, mais je ne sais pas comment la faire passer. Je demande l'assistance du technicien. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo beaucoup de lumière et beaucoup de mouvement. Et c'est vraiment, ça symbolise le Maroc qui est en pleine transformation, en plein développement, qui va de l'avant. Voilà, donc merci de votre attention. Je me tiendrai prête à répondre à vos questions, préoccupations s'il y en a. Merci beaucoup de votre attention. On aura une période de questions et discussions qui sera suivie après par une... évidemment. Merci encore, Madame l'ambassadrice, pour votre mot bien apprécié. Une autre ronde, s'il vous plaît. Avant de vous inviter à poser vos questions et on va passer un micro à travers la salle, je voudrais présenter un cadeau, une reconnaissance à Madame l'ambassadrice pour être ici. J'ai l'honneur de lui présenter ce soir le prix du doyen pour l'innovation sociale en développement international. Madame l'ambassadrice. Le campus Saint-Jean de la vie. Diversité, université. Merci beaucoup. Merci, très apprécié. Vous êtes prête à répondre à quelques questions? Je vois des mains. Là, c'est la période de questions. Allez-y. Bonsoir, Excellences. Je voudrais remercier le campus qui nous donne cette opportunité de nous réunir ce soir, cet après-midi. Alors, on a vu à travers votre présentation, votre excellente présentation,
que non seulement le Maroc est leader et doit être pris comme modèle en Afrique, mais vous aussi, en tant que femme, vous êtes un modèle pour les femmes qui sont, même pour les hommes aussi. Merci. Alors, votre présentation a été digne d'un cours magistral. On éprouve du plaisir à vous écouter. Alors, je voulais poser une question. Vous avez dit que, comme on appelle, le Canada regorge de beaucoup d'Africains bien formés. Alors, vous êtes sans ignorer aussi que dans cette coopération que le Maroc va avoir avec, par exemple, Edmonton, on a un enjeu qui est celui de la barrière linguistique. Alors que pour pouvoir attirer davantage d'étudiants dans cette minorité-là, au niveau de l'anglophonie, il est important que ces personnes qui sont formées puissent avoir des débouchés, ce qui va être un facteur attractif pour que d'autres personnes puissent venir, par exemple, à Edmonton. Alors déjà, le campus Saint-Jean a entamé le programme de doctorat, comme l'a dit le doyen, qui va commencer en septembre. Alors, comment est-ce que vous voyez le soutien que vous pouvez apporter pour donner beaucoup plus de dynamisme à ce processus-là, pour que les gens puissent, les étudiants puissent venir davantage à Edmonton? Merci. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Alors, merci pour votre... D'abord pour vos compliments et puis merci aussi pour votre question. On en discutait ce matin avec l'administration du campus Saint-Jean. Mon idée, c'était que le campus Saint-Jean devrait solliciter la place qui lui revient et être plus présent, se faire connaître auprès de nos établissements d'enseignement supérieur, devrait être aussi peut-être moins timide, moins timoré, puis faire des visites sur le terrain, se faire connaître et aussi faire connaître aussi la place qui lui revient, notamment auprès de l'ambassade du Canada à Rabat. L'ambassade du Canada fait beaucoup de promotions pour la mobilité estudiantine, mais je vous avouerai que moi qui suis de près toutes les initiatives de l'ambassade, je vois beaucoup d'universités canadiennes, mais je ne vois pas l'université de l'Alberta avec son campus Saint-Jean. Donc, il revient donc au campus Saint-Jean de prendre des initiatives et de s'affirmer et de faire valoir les atouts dont il dispose. Merci beaucoup. Si vous permettez, est-ce que dans votre rôle de vice-coordonnatrice du groupe d'ambassadeurs francophones au Canada, est-ce qu'il y a la possibilité d'organiser des visites, par exemple, avec ce groupe-là à Edmonton, pour que les gens sachent, pour suivre votre logique, pour que les gens puissent avoir plus d'informations sur ce qui se fait ici et, comme on appelle, rebalancer dans les pays respectifs. Merci. Vous savez, on en discute beaucoup entre ambassadeurs membres du groupe des ambassadeurs francophones. On en discute beaucoup entre nous. On a rendu une visite on a effectué une visite au Nouveau-Brunswick et je voudrais saluer le recteur de l'université de Moncton qui est là et puis qui nous a si gentiment reçus. On a eu de belles discussions ensemble et de beaux échanges. Et donc chaque fois qu'on peut, on le fait. C'est pas toujours évident parce que vous vous en doutez un petit peu, il y a des restrictions budgétaires, même au niveau des ambassades. Et c'est pas toujours, on ne peut pas toujours faire ce qu'on souhaite, mais je pense que, à défaut de faire une visite sur le terrain, parce que l'Alberta est quand même loin, on peut toujours faire des rencontres virtuelles. Et ça, personne ne peut nous en empêcher. Il suffit qu'on s'organise entre nous et puis que les membres du groupe soient informés pour qu'on puisse échanger entre nous. Et je leur ferai part de votre souhait et comptez également sur moi pour inciter mes collègues à davantage prendre de contact et d'établir des liens avec le campus Saint-Jean. Merci beaucoup. Je ne me suis pas présenté, je suis docteur Danouma. Je suis là aujourd'hui à titre de secrétaire général du consulat de Edmonton, de Côte d'Ivoire à Edmonton. Merci. Merci beaucoup.
Bonjour, Votre Excellence. Merci beaucoup d'avoir daigné nous visiter ici à Edmonton. Je suis Ilyas Ben Abdeljalil, je suis d'origine marocaine. Je travaille pour le gouvernement de l'Alberta au secrétariat francophone. Cependant, alors je vais enlever un peu ma casquette de travailleur pour le gouvernement francophone, pour le gouvernement de l'Alberta, et poser plus une question d'ordre commercial et économique. Comme vous le savez certainement, l'Alberta est l'une des provinces les plus dynamiques du Canada. C'est vraiment la province motrice, si je puis dire, en termes de progrès économique du pays, notamment dans deux secteurs clés qui sont l'agriculture et l'énergie. Heureuse surprise, car ces deux secteurs sont aussi très importants pour le Maroc. Et dans ce sens, depuis que je suis ici, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question de où est le Maroc en Alberta? Où est l'intérêt du royaume pour cette province alors qu'il y a d'énormes, mais d'énormes potentialités de partenariat? Merci. Merci beaucoup. Vous savez, votre préoccupation arrive bien à propos parce que on a eu depuis hier de nombreuses rencontres avec beaucoup de ministres de l'Alberta et ce matin aussi. Et donc, je vous assure que l'intérêt de part et d'autre existe du Maroc pour l'Alberta et de l'Alberta pour le Maroc. Et la courte présentation que j'ai faite hier devant quelques ministres les a beaucoup étonnés. Ils n'étaient pas informés de ce potentiel et de cette croissance économique qui se déroule en ce moment au Maroc. Ils ont montré beaucoup d'intérêt. Et c'est sûr que ma présence également, moi aujourd'hui ici, et depuis le début de la semaine, ça démontre aussi l'intérêt du Maroc, parce que moi je représente le Maroc, ça démontre l'intérêt du Maroc pour l'Alberta. Et je disais ce matin à certains des ministres que nous avons rencontrés, nous voulons également voir votre intérêt pour le Maroc. Vous voyez? Donc, je dirais que c'est de part et d'autre. Hein. On doit pouvoir manifester de l'intérêt les uns pour les autres. Ça doit aller dans les deux sens. Ça doit vraiment aller dans les sens. Je peux vous assurer qu'il y a de l'intérêt. Puis je suis contente qu'il y a ma collègue ici qui représente l'université de Ben Guerir, l'université Mohamed VI Polytechnique. Et la semaine prochaine, ils sont justement au niveau de l'énergie, le Maroc est représenté à un congrès qui va se tenir sur l'énergie la semaine prochaine. Je me suis moi-même entretenue ce matin avec le ministre de l'énergie. Il exprime beaucoup d'intérêt pour le Maroc. On va essayer de faire les connexions possibles et on espère que vraiment ça puisse déboucher sur une coopération et puis un intérêt réciproque. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Madame l'ambassadrice, merci beaucoup pour votre présentation. Moi je m'appelle Sedami Nideou, je suis professeure en biologie ici au campus Saint-Jean. Et à travers votre présentation, on voit quand même que le Maroc est quand même beaucoup engagé dans beaucoup de partenariats qui sont des partenariats gagnant-gagnant, à mon impression. Et est-ce que vous pourriez nous dire brièvement qu'est-ce que nous avons ici ou qu'est-ce que nous faisons ici au campus Saint-Jean, à part le bilinguisme, qui serait un intérêt pour les étudiants marocains? C'est la question en rigolo. Les euros valent plus que le dollar canadien. Oui, hein, ouais. Ben oui, c'est une bonne question. J'ai discuté aussi tout à l'heure avec pas mal de vos collègues, et puis notamment une compatriote marocaine qui me disait « Je voudrais tellement que les étudiants marocains puissent connaître ce qui se fait au niveau du campus Saint-Jean. Il y a de bons programmes, il y a de bons projets, il faut qu'ils osent venir ici, je ne sais pas comment faire. » Eh bien, je pense que quand on commence à établir des MOU, je pense que ça peut faire toute la différence. Il faut qu'on prenne le temps. Tout arrive, moi je pense, par le contact humain, de personne à personne. C'est très 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 important. Il y a beaucoup les immigrants, les Marocains qui ont immigré au Canada, ils ne sont pas tous venus à la faveur des
des programmes d'immigration qui sont affichés par le Canada. Il y en a beaucoup qui viennent par le bouche à bouche, le bouche à oreille. On leur dit, écoutez, voilà, donc moi je me suis installée ici, tu peux venir, il y a ceci, il y a cela. On peut faire la même chose pour les études. Je pense que ça marche beaucoup dans nos cultures, le fait de raconter nos réussites personnelles et puis nos expériences personnelles. Ça peut, je pense, faire la différence, mais je crois beaucoup en l'établissement de partenariats académiques. Et on peut absolument aider à ce niveau. Bonsoir, Votre Excellence. Merci de votre excellente présentation. Je m'appelle Erika, je suis une étudiante actuelle au campus Saint-Jean et la nouvelle vice-présidente externe de notre association étudiante. Quel conseil offririez-vous à un étudiant qui aimerait travailler en diplomatie et en affaires internationales? Très bonne question. Oui, on a souvent été sollicités. J'ai beaucoup de collègues qui sont femmes ambassadrices. On est actuellement 34 à Ottawa. Le Canada compte un des plus grands nombres de femmes ambassadrices au monde. Donc, c'est vraiment une belle chose et puis une belle expérience. Et on est souvent appelé par les universités, par les étudiants, par de nombreuses institutions pour partager notre expérience dans la diplomatie et en tant que diplomate. Alors, pour ceux et celles qui veulent s'engager dans la diplomatie, moi, je dois vous dire que il y a une chose qui est très importante. D'abord, il faut aimer communiquer. C'est très important. Il ne faut pas être réservé et aller dans la diplomatie. Non, parce que la diplomatie, vous devez vous ouvrir sur l'autre, avoir cette curiosité d'esprit, vouloir communiquer, vouloir connaître les gens, vouloir connaître le monde. Et c'est ça qui est fascinant dans notre métier, c'est tous ces horizons qui s'offrent à nous. Si j'avais été une simple fonctionnaire dans l'administration marocaine, dans n'importe quel département ministériel au Maroc, je n'aurais pas eu la chance que j'ai eue dans ma carrière de diplomate d'aller aux Nations Unies, de visiter tellement de pays dans le monde, la fierté de représenter son pays dans le monde, les contacts que vous avez. J'ai des amis dans le monde entier et j'ai un contact très soutenu avec eux. Et donc, il faut avoir de la passion, il faut être motivé, il faut vouloir aller vers l'autre. Je pense que, et puis quand vous avez les langues, plus vous avez des langues, mieux ça va vous servir en diplomatie. Et avoir je vous dis, c'est très important. Moi, je suis une passionnée et cette passion m'a beaucoup servi dans la diplomatie. Quand je m'engage dans quelque chose et quand je souhaite réaliser des choses, je le fais parce que j'y crois. J'y crois et je suis motivée par cette volonté de vouloir mener les choses à terme. Et je pense que, franchement, c'est une richesse. Quand vous découvrez les pays, quand vous découvrez les cultures, quand vous découvrez les gens, c'est fantastique. Les Nations Unies, à New York, à Genève, à Vienne, c'est des écoles comme il n'y en a pas d'autres au monde. Vous êtes en contact en même temps, sur le même lieu, avec 193, 194 cultures. Vous savez ce que c'est? Personne ne peut vous offrir ça à part la diplomatie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est comme les mathématiques, hein? Bonjour, mon nom c'est Gino Leblanc, je suis à l'université Simon Fraser à Vancouver. Très heureux d'être invité par le doyen à cette conférence. Ma question porte sur le français en fait en Afrique. Dans votre biographie, on voit que la diplomatie culturelle, c'est un des chantiers qui vous passionne, vous avez excellé. Alors, ma question est un peu plus macro que les autres questions, dans le sens que comment voyez-vous l'avenir du français
en Afrique. Au Canada, c'est sûr que là, il y a un lien pour nous stratégique, que ce soit l'OIF, l'AUF, mais comment voyez-vous les 10 prochaines années? On entend que, comme au Canada, l'anglais joue un rôle de plus en plus important, la Chine s'implique beaucoup en Afrique, donc j'aimerais une réflexion sur la langue française, la francophonie en fait, en Afrique dans les 10 prochaines années. Vous savez, moi je dis que l'avenir de la francophonie, justement, c'est l'Afrique. Le nombre de pays locuteurs de la langue française qui parlent français en Afrique représente justement et consolide l'avenir de la francophonie dans le monde. Il y a intérêt à ce que cette francophonie africaine soit accompagnée, qu'elle puisse recevoir de la part des grands joueurs francophones dans le monde, qu'elle puisse être soutenue, qu'elle puisse être accompagnée. Vous avez raison de dire que l'anglais prend beaucoup d'espace, prend beaucoup gagne du terrain, mais je peux aussi vous dire que il y a énormément d'initiatives qui sont enclenchées, qui se déploient pour maintenir la vivacité de la langue française en Afrique. Mais c'est sûr que les établissements d'enseignement supérieur, les établissements d'éducation ont un rôle à jouer à ce niveau. Parce qu'il faut l'entretenir, il faut la préserver, il faut la développer. Et les institutions d'enseignement et d'éducation de par le monde ont un rôle à jouer en établissant des partenariats entre eux, en recherchant tous les moyens possibles pour garder et pour raffermir l'usage du français dans le monde. Bonjour, Son Excellence. J'ai une question particulièrement concernant... je pars d'une citation, Barack Obama qui arrive en Afrique, qui dit que l'Afrique n'a pas besoin de grands hommes, mais de grandes institutions. D'après vous, le succès du Maroc relève des institutions ou des grands hommes? Donc, si j'ai bien compris, vous demandez si... Est-ce que vous pouvez répéter la question? Avec plaisir. Je demande si le succès du Maroc que vous avez décrit dépend davantage des institutions ou des hommes. Moi, je vous répondrai les deux. Il faut avoir une vision, et je vous l'ai dit tout à l'heure, Sa Majesté le roi du Maroc a une vision. Il a une vision qui est stratégique pour le Maroc. On voit loin. On a aussi ce principe, grâce à Dieu, de la continuité. C'est très important quand vous avez de la stabilité, quand vous avez de la sécurité et que vous pouvez assurer une continuité dans tous les domaines, c'est très très important. Alors moi, je vous répondrai en vous disant qu'une combinaison des deux, des institutions et des hommes, ça va ensemble. Il y a d'autres questions? Je ferai peut-être écho à... je me présente, Fatima Chevalier, je suis la directrice générale de UM16 Canada. Je fais écho à la question de monsieur le représentant du consulat de Côte d'Ivoire tout à l'heure. Et j'invite madame l'ambassadrice à peut-être développer tout l'engagement du Maroc au profit de la femme et de sa position, aussi bien au sein de la famille, au sein de la dynamique socio-économique, voire politique du pays. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot sur la femme et sur l'engagement de la monarchie pour sa position. Ah oui, tout à fait. On a de la chance au Maroc. Non seulement notre souverain a de l'intérêt et un intérêt authentique et sincère envers l'Afrique, mais
c'est aussi un grand défenseur de la femme et des compétences féminines au Maroc. Vous savez, moi je suis ambassadeur actuellement. Nous sommes actuellement 21 ou 22 femmes ambassadrices marocaines à travers le monde. C'est presque un quart de l'effectif des chefs de mission diplomatiques marocains dans le monde. C'est un énorme pas qui a été fait, et parce qu'il a été voulu. Moi, quand j'ai commencé aux affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères, il y a quelques années, enfin, je veux dire, au début de ma carrière, on ne pouvait pas rêver, à l'époque, d'être chef de mission consulaire ou diplomatique. C'était quelque chose qui était inimaginable. Mais le saut a été effectué. Maintenant, nous avons des politiques d'intégration de la femme à tous les niveaux des secteurs économiques et sociaux, et politiques aussi. Et donc, c'est une politique d'intégration de la femme dans le développement général du pays qui a été voulue, soutenue, appuyée. Et on a des ministres femmes actuellement, on a des femmes, un certain nombre de femmes au Parlement, le nombre s'accroît. On a des femmes qui auraient dit qu'un jour, on aurait vu 3 femmes mairesses des plus grandes villes marocaines. Rabat a une femme mairesse, Marrakech, haut lieu du tourisme mondial, a une femme mairesse, Casablanca, la capitale économique du royaume, a une femme mairesse. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis, mais je rêve. Et pourtant, c'est la réalité. C'est parce qu'il y a une politique active de soutien à cette intégration de la femme, et on croit, Sa Majesté croit en les compétences de la femme. Il a été d'ailleurs l'un des premiers à nommer une femme conseillère de Sa Majesté. Donc, c'est un des plus hauts postes de l'État, et il a confiance, et il pousse, et actuellement, au ministère des Affaires étrangères, c'est un des ministères les plus féminisés parmi les ministères dans le royaume. On est à 43%, le ministère compte 43% de ses effectifs sont des femmes. Donc c'est vraiment énorme, et ça continue, je veux dire, ça grimpe de jour en jour. Évidemment, je pense, là où il y a un petit peu le bas qui blesse, c'est au niveau des entreprises économiques, au niveau de la présence de la femme, au niveau des compagnies, au niveau des grandes entreprises et tout ça. Il y en a, bien entendu, il y a beaucoup d'histoires fantastiques, des réussites professionnelles extraordinaires. Et moi, je me dis toujours que ces expériences réussies de femmes dans la vie économique, dans la vie politique, dans la vie diplomatique, doivent pouvoir servir d'exemple au reste et inspirer les gens, et inspirer les femmes, inspirer les filles à se lancer dans des carrières qui sont les carrières de la scène politique, diplomatique ou économique. Donc, j'ai confiance. Moi, je me dis qu'il y a les femmes marocaines sont des battantes. Il y a une société civile féminine extraordinaire. Le nombre d'associations de femmes qui existent au Maroc, et elles font des choses extraordinaires. Donc, il y a un potentiel, il y a une détermination, il y a une volonté, on se bat. Tout n'est pas facile, tout n'est pas facile. Il y a énormément de défis à relever. Il y en a dans le domaine de l'éducation, il y en a dans le domaine des disparités sociales, il y en a dans le domaine de la pauvreté, des inégalités. Bon, mais on prend les choses à bras le corps. On se bat, et puis on reste confiant dans l'avenir. Alors, je vais remercier une dernière fois Madame l'ambassadrice pour vos mots et la réponse à vos questions. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être ici parmi nous. Alors, je crois qu'il y a un goûter derrière pour vous. Continuez à parler, discuter. Vous restez parmi nous, évidemment. Hassan, as-tu un mot à dire? On annonce l'ouverture du congrès, donc pour demain. Alors j'espère que vous allez retourner et puis profiter de l'expertise autour des tables
de nos invités qui sont venus de loin pour partager leur savoir et leur expertise, leurs expériences. Alors j'espère que vous allez être avec nous demain. Voilà, donc on annonce l'ouverture officielle et puis à la réception.